chère Sylvie, Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mon général, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le maire adjoint d'Issy-les-Moulineaux, Monsieur le conseiller de Paris, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu, et c'est mon premier, pratiquement mon seul travail, je crois, qui est la maison de la recherche de l'INALCO, mais aussi le siège de la Fondation. Cette maison est la vôtre, elle l'est, et vous la connaissez très bien pour beaucoup d'entre vous et depuis longtemps. Madame l'ambassadeur, donc chère Sylvie, vous avez bien voulu placer cette soirée sous un double signe. Alors, le premier, c'est d'inscrire votre intervention dans la série des conférences Grands témoins de la Fondation. Et le second, c'est de le faire en cette fin d'année qui clôture le 4e exercice de la Fondation INALCO et nous permet de rappeler rapidement qui nous sommes et où nous en sommes. Permettez-moi donc, chers amis, d'en dire 2 mots avant d'entrer dans le vif du sujet. L'émission et la vocation de la Fondation, vous les connaissez, je ne reviens pas dessus, enfin elle est triple. Premièrement, de diversifier les sources de financement d'INALCO. Deuxièmement, d'être à l'initiative et de porter des projets innovants. Et la troisième, c'est de contribuer au récit et à la notoriété de notre maison commune. Alors, notre exercice inaugural, il y a 3 ans de ça, avait pour enjeu la création d'une fondation de plein droit. Le second était d'asseoir sa crédibilité. Et le troisième, de lui faire atteindre son régime de croisière. Nous pensons aujourd'hui que c'est chose faite. Aujourd'hui, ce sont 8 millions d'euros d'engagement financier qui nous ont été confiés. Nous avons une équipe opérationnelle de qualité qui est soutenue par des finances saines et qui couvre une 60aine de projets, qui couvre très largement l'éventail de géographie et de disciplines exceptionnellement étendues de l'INALCO. Alors, peut-être à la volée, pour en refléter un peu la couleur et la saveur, je mentionnerai d'abord les chaires que nous avons lancées, une chaire dans le domaine chinois sur le bouddhisme contemporain, dans l'ère afghane sur l'art et le patrimoine. Dans un tout autre registre, je voudrais mentionner les bourses d'immersion pour les étudiants. Donc, nous avons eu une salve nourrie en septembre pour le monde iranien, l'Europe médiane, le monde himalayen, incluant le Tibet, la Mongolie et le Népal, et également la Chine. Également des prix de thèse, puisque grâce à la confiance du CNRS et d'autres partenaires, nous aurons distribué 30 prix pour un montant de 150 000 euros. Et des manifestations d'ampleur avec des partenaires de premier rang concernant la Thaïlande, l'Ukraine, l'Arménie. Alors l'INALCO est un archipel, ce n'est pas le lieu ni le moment de le détailler, mais le rapport annuel de la Fondation, récemment sorti des presses, précisera la cohérence de notre action. Alors ce parcours, nous le devons à la richesse et l'actualité de l'offre académique de l'INALCO et surtout à nos partenaires qui sont très nombreux ici ce soir, et cette soirée me donne l'occasion de les remercier. Alors, la Fondation telle qu'elle est établie aujourd'hui est une réalisation qui est appelée à soutenir durablement l'INALCO, sa trajectoire intellectuelle, son corps social et sa place dans la cité. Et elle signe le travail de ceux qui en ont été les créateurs. Bon, après ce petit passage obligé, vous me pardonnerez de vous l'avoir imposé ainsi, mais c'est de tradition en fin d'année, je voudrais en venir à la substance de la soirée. Alors, les Langso sont fondés sur 2 piliers. Un pilier savant et un pilier pragmatique. Et pour les incarner, la Fondation a mis en place 2 cycles de conférences. Premièrement, les masterclasses qui ambitionnent de rappeler la tradition savante dont l'INALCO est le fruit. Nous le faisons au pied de notre cher Sylvestre de Sacy. Alors, on dit ce qu'on veut puisqu'il est un peu figé, mais nous y convions typiquement ses pairs, professeurs au Collège de France. L'autre cycle, le cycle de conférences Grands témoins, invite à témoigner d'une diplomatie de première ligne dans nos géographies d'élection. C'est dans cette série que vous avez bien voulu, chère Sylvie, inscrire votre intervention. Il illustre le pilier que nous nommons pragmatique. Il est fondé dans une tradition qui court des droguements dépêchés auprès de la Sublime Porte au XVIIIe siècle, aux grandes signatures de la diplomatie française contemporaine qui sont intervenues ici, tels que Maurice Gourdeau-Montagne ou Claude Martin. Je peux les citer tous, certains sont d'ailleurs dans la salle. Et ce chemin nous mène jusqu'aux étudiants présents parmi nous ce soir et qui se destinent à ce travail. J'ajoute que le savant tutoie le pragmatique et réciproquement, et c'est tout le goût et l'originalité des Langso.
Alors, j'ai d'autres choses à vous dire, figurez-vous, donc c'est pour ça que je sors. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne la soirée, le choix de ce soir. Le titre que vous avez donné à votre conférence reprend celui de votre dernier ouvrage, L'ours et le dragon, auquel vous avez ajouté le sous-titre « La recomposition du monde ». C'est bien donc une diplomatie de toute première ligne que vous nous conviez, puisque votre parcours exceptionnel vous a mené au cœur de ce que l'on pourrait amener les néo-empires, en l'occurrence la Chine et la Russie. Ce pourrait être le fil rouge de la conversation de ce soir, comme le droit et la force l'était pour l'intervention de Claude Blanche-Maison, ici même en juin. Vous apportez une perspective exceptionnelle sur la trajectoire de ces empires, sur leur représentation du monde et d'eux-mêmes, tels qu'ils se les ont forgés, soit par intention, soit par simple sédimentation, mais aussi, et je crois que c'est le cœur de votre ouvrage, leur relation dans un voisinage de 4 siècles, dans le temps long, donc dans une perspective qui est chère à cette maison. Et ce soir, c'est aussi votre expérience personnelle que nous nous permettrons de solliciter et d'associer à la fois le sens et le sentiment, si vous le voulez bien. Alors pour le faire, nous avons prévu la séquence suivante. L'échange se fera sous forme de dialogue avec Nicolas Idier, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir et que je seconderai. Nicolas compte, comme vous-même, au nom des éminents alumni de chinois des Langzhou. En fait, nous n'avons que des alumni de chinois à cette table. Je suis un petit peu gêné. Il y a des alumni de russes, fort heureusement, dans la salle. Nous lui sommes d'autant plus reconnaissants qu'il est de la délégation présidentielle, je crois que nous avons le droit de le mentionner, qui décolle pour la Chine ce soir. Alors, je crois que les motards t'attendent, cher Nicolas, mais donc nous essaierons d'être brefs. Et donc, pour cet échange, nous avons prévu une 40aine de minutes. La séance de questions sera ensuite ouverte, si vous le voulez bien, par les étudiants de l'INALCO. La priorité leur revient, ce sont eux que nous servons en premier lieu. Le chef d'orchestre en est l'association Prométhéi, qui réunit les étudiants de la filière Relations internationales de l'INALCO, celle qui prépare notamment au concours d'Orient. Et cela durera à peu près une dizaine de minutes, je pense, Raphaël. Nous ouvrirons alors les questions à la salle et cela nous mènera après une courte conclusion à 20h, la séance de dédicace et le cocktail qui se tiendront dans le salon Kadjar. Je précise que cet échange fera l'objet d'une captation pour que nous n'en perdions pas la mémoire. Avant de vous passer la parole, chers amis, peut-être quelques mots pour présenter les dramatis personae. Alors chère Sylvie, on n'ose pas vous présenter, tout le monde vous connaît ici bien sûr, mais aussi sur les ondes, tant vous êtes sollicité, notamment sur le conflit brûlant qui occupe tous les esprits aujourd'hui, celui qui oppose l'Ukraine et la Russie. Je crois que vous venez des plateaux, d'ailleurs à l'instant, et juste à l'heure pour nous, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Alors permettez-moi tout de même de rappeler que vous êtes alumna de chinois de l'INALCO et de l'Institut des langues de Pékin, que vous avez été ambassadeur dans 3 empires, donc successivement en Chine, en Grande-Bretagne et en Russie, et donc vous avez dompté des dragons, des ours, mais aussi des lions. Ce qui est moins connu et a toute son importance est que vous avez tenu des rôles éminents, dont chef de mission, dans les sphères du multilatéralisme, que ce soit dans le contexte des Nations Unies ou de l'Europe. Vous avez été élevé à la dignité d'ambassadeur de France en 2019 et vous présidez aujourd'hui le conseil d'administration de l'IHEDN. Nicolas, cher Nicolas, tu es également alumnus de chinois de l'INALCO, mais aussi agrégé d'histoire et docteur en histoire de l'art. Tu as été attaché culturel à Pékin et puis dans la foulée en Inde, à Delhi. En 2020, tu as rejoint le cabinet du Premier ministre Jean Castex. Tu es aujourd'hui inspecteur général en charge notamment de la langue chinoise à l'IG et ESR. Parallèlement, tu mènes une carrière prolifique d'écrivain. Et alors, ton dernier opus s'intitule Matignon la nuit. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais le titre est très très tentant. On peut imaginer beaucoup de choses. Voilà, bon, je crois que j'ai trop parlé. Chers amis, je pense que je vais passer la parole maintenant tout de suite à Nicolas qui va dire quelques mots d'introduction avant que Sylvie le fasse, à moins que vous ne préfériez le faire en sens inverse. Non, mais je vais peut-être quand même vous remercier pour cette invitation. J'en suis d'autant plus touchée que Langzhou, comme on disait à l'époque, moi je ne suis pas encore habituée à l'INALCO, je suis désolée, c'est mon alma mater et c'est ce qui a complètement déterminé ma carrière, puisque j'ai commencé en chinois, j'avais fait du japonais aussi que j'ai vite oublié. Heureusement, Langzhou était plus ouvert que Sciences Po, parce que j'étais en même temps à Sciences Po
Et quand j'ai demandé une suspension d'études pour aller en Chine, à l'Institut des langues de Pékin, alors c'est vrai, il y a très longtemps, c'était une Chine communiste et misérable, en 76 et 77, et la direction des études à Sciences Po m'a dit que j'allais perdre mon temps dans un pays sans avenir. Heureusement, je n'ai pas écouté, et c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire cette carrière. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Comme on a décidé de faire un dialogue avec Nicolas, je peux peut-être attendre ou faire une intervention liminaire, mais peut-être dire deux mots. D'abord, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. J'ai connu ces deux pays à plusieurs périodes, chacun, parfois des périodes assez proches, puisque j'étais en Chine au début des années 80, puis j'étais à Moscou de 86 à 89. Au moment de la perestroïka. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu la fin de la révolution culturelle. J'avais moi-même repiqué du riz dans les rizières et étudié avec les Gongdongbing, des étudiants ouvriers paysans soldats. Et j'étais à Tiananmen le jour qui a été décrété fin de la révolution culturelle dans les livres d'histoire, c'est-à-dire l'arrestation de Jiang Qing, la veuve de Mao, et la bande des quatre. En Union soviétique, j'ai assisté à la fin ou au début de la fin de l'Union soviétique qui a explosé puisque c'est la perestroïka et la glasnost. Et ensuite, j'ai connu d'autres fins. Alors là, ça concerne moins les Langzhou, encore que c'est le Royaume-Uni. Vous avez parlé d'un empire, puisque quand j'étais à Hong Kong, qui était mon premier poste, c'était encore une colonie britannique dans laquelle il n'y avait aucune démocratie. Et j'ai connu la fin du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et pour en finir avec les fins, il se trouve que j'ai été médiatrice de l'OSCE quand je suis rentrée de Moscou, donc en 2021-2022 jusqu'au 8 février 2022. C'était pour la mise en œuvre des accords de Minsk et la réintégration du Donbass dans l'Union européenne. Là aussi, c'était une fin, puisque quelques jours après, la guerre a été déclarée, mais je dois dire que je savais que c'était une mission impossible. Je reviendrai sur cette période d'incertitude stratégique aujourd'hui. Je cite souvent Gramsci en disant que le monde ancien est mort, le monde nouveau n'est pas encore advenu, et dans ce clair-obscur surgissent tous les monstres. Et donc ce sont effectivement toutes ces guerres qu'on connaît aujourd'hui, qui n'étaient pas fatales ou qui ne paraissaient pas fatales, mais je pense qu'on y reviendra avec Nicolas. Et donc la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre qui porte sur les relations entre les deux pays, je suis même remontée au XIIIe siècle. C'était parce que j'avais rencontré le directeur d'Asie russe au MID, qui est aujourd'hui ambassadeur de Russie à Pékin. C'était après le forum de Vladivostok sur l'économie, qui est le pendant de celui de Saint-Pétersbourg sur l'Europe, où Vladimir Poutine, à l'époque, voulait faire venir les Chinois, les Sud-Coréens, les Japonais, pour investir dans cette région assez désertique de l'extrême-orient russe. Et donc, j'étais allée le voir pour faire le point, et il m'a dit, on pourrait ériger c'était fin 2019, on pourrait ériger une statue à la gloire de Donald Trump, car grâce à lui, les relations entre la Russie et la Chine n'ont jamais été aussi bonnes depuis Catherine II. Et donc, 18e siècle, je me suis dit que j'allais aller vérifier ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce qu'on l'a oublié, mais au moment du premier mandat de Trump, il y avait déjà 1000 sanctions contre la Russie, et la Chine était l'ennemi, donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et c'est au nom de cet adage que ces deux pays se sont rapprochés. Donc j'arrête là mon intervention liminaire, et je laisse Nicolas gérer le dialogue. Merci beaucoup Madame l'ambassadeur. Je dois dire que je me sens particulièrement intimidé sitôt que je suis assis à vos côtés, à la fois intimidé par le souvenir que j'ai, qui est un beau souvenir, je précise à tout le monde, d'avoir servi sous votre autorité comme attaché culturel chargé du livre et du débat d'idées à Pékin, mais aussi intimidé par le fait de côtoyer une personne qui a pu assister
en spectateur engagé, pour reprendre l'expression de Raymond Aron, de manière très, très impressionnante à l'ensemble des grands tournants, des charnières qui ont fait l'histoire du second XXe siècle. Et c'est assez impressionnant puisque vous êtes là, vous avez donc été un témoin direct, un acteur également direct de ces changements géopolitiques, politiques, également de perception majeure. Et pour autant, de même que vous l'étiez lorsque vous étiez ambassadeur de France à Pékin, il y a quelque chose de vous d'assez accessible, voilà, d'une forme de... Je pense que c'est probablement dû aussi tout simplement à votre côté lettré, votre respect pour les auteurs, pour l'écriture que vous pratiquez vous-même, on y reviendra. Et cette dimension accessible fait de vous une sorte d'exception, je pense, dans le monde à la fois politique et diplomatique, qui est généralement très codifié, et vous faites un peu exploser ces codes. Et ces codes, vous les avez fait exploser notamment en écrivant. En écrivant, donc aujourd'hui, 4 ouvrages, publiés du moins, peut-être d'autres sont encore en préparation. Et ces 4 ouvrages reviennent, alors surtout 3, il y en a un qui est vraiment Madame l'ambassadeur, vos mémoires, mais les 3 autres ouvrages reviennent sur finalement les 3 grands moments de cette bascule du temps politique et géopolitique. Alors peut-être on va laisser de côté Goodbye Britannia, qui pour autant est très intéressant puisque vous avez été ambassadeur de France à Londres au moment du Brexit, pour se concentrer sur la Chine en eau profonde, d'une part, et peut-être pour commencer, l'ours et le dragon. Vous nous avez dit à l'instant que vous nous expliqueriez les raisons de l'écriture de ce livre. Une des raisons sur lesquelles j'aimerais vous interroger, c'est tout simplement le fait qu'il y a souvent des spécialistes de la Chine aujourd'hui qui écrivent, qui sont extrêmement, du reste, extrêmement experts et compétents. On est passé d'une Chine de spécialistes à faune, enfin qui ne parlaient pas chinois, à finalement depuis, Dieu merci, assez longtemps maintenant, à des spécialistes qui vont en Chine, qui font du terrain. On a des spécialistes de la Russie, mais en revanche, le lien entre les deux pays, il est rarement fait. Il a été fait à une certaine époque, peut-être justement dans les années 60, pour des raisons idéologiques, mais aujourd'hui, vous le retissez. Qu'est-ce qui vous a amené à finalement réconcilier la réflexion autour de ces deux ensembles ? Vous avez cité un événement fondateur, mais qu'est-ce qui, sur un plan peut-être plus profond, de votre expérience personnelle, de la Russie comme jeune diplomate, de la Chine comme jeune diplomate avant d'être ambassadeur, qui vous donne envie d'écrire ce livre ? Alors, ce sont évidemment deux des plus grandes cultures mondiales, soit par leur littérature, soit par leur écriture, soit par leur art, soit pour cet ensemble. Et j'ai été toujours portée par un imaginaire. Alors, il se trouve aussi que j'ai une grand-mère russe qui est née à Kiev en 1903, qui a quitté à ce moment-là la Russie, puisque c'était encore l'Empire russe, et c'était le moment des pogroms. Et elle est arrivée en France en 1910, au moment des grandes inondations. Alors c'est l'époque où les émigrés voulaient à tout prix s'intégrer, ce qui fait que ma grand-mère, qui évidemment parlait parfaitement russe, puisqu'elle avait 8 ans quand ses parents sont arrivés, ne m'a malheureusement jamais parlé le russe. Et j'ai dû l'apprendre péniblement ensuite, parce que pour les étudiants de russe ici, c'est une langue qui est grammaticalement extrêmement difficile. C'est une langue merveilleuse. J'allais souvent au théâtre quand j'en avais la possibilité. Le chinois m'a attirée très jeune. Bon, je l'ai rappelé, j'ai été étudiante à un moment où ce monde était très fermé. D'ailleurs, je me réjouis de voir ici des Old China Hands, alors que j'ai connu à plusieurs époques de ma carrière à Pékin. Mais voilà, c'était aussi l'attirance pour ces deux civilisations. Moi, j'étais intéressée aussi par les relations internationales. Et l'époque, c'était l'époque du conflit sino-soviétique que j'ai moi-même connu, puisque quand j'étais étudiante à Pékin, les Chinois nous disaient avec assurance qu'ils allaient recevoir une bombe atomique des Soviétiques, et ils nous faisaient visiter le métro de Pékin, qui était un abri anti-atomique. Donc j'ai connu quelques épisodes, et je me souviens aussi que quand on allait dans le quartier russe, dans l'ambassade, du côté de l'ambassade soviétique qui était assez fermée, elle avait été rebaptisée rue de l'anti-révisionnisme. Et donc c'était intéressant de comparer ces deux systèmes également. Et
évidemment, la révolution d'octobre a changé le monde, puisqu'il y a eu des mouvements communistes dans le monde entier. Il y a eu ce schisme qui s'est terminé dans le sang sur l'Ussuri, une réconciliation très difficile. Mais c'est vrai que même parmi les étudiants de chinois, certains se demandaient pourquoi d'autres faisaient du russe, parce que finalement, il y avait une certaine adhésion, sinon idéologique, parce que quand j'étais étudiante, Mao avait disparu quelques jours plus tôt seulement, et je me souviens qu'il y avait des étudiants, mais qui n'étaient pas ceux de Langzhou, qui étaient plutôt les étudiants de Vincennes, qui trouvaient effectivement que Roi Kofang était un révisionnisme, et qui d'ailleurs nous avait poussé à écrire une lettre pour demander à participer à la construction du mausolée de Mao, qui est une absolue horreur sur la place Tiananmen. Et je me réjouis que les autorités ne nous aient même pas répondu, parce que je me sentirais coupable aujourd'hui d'avoir fait cela. Mais donc il y a toujours eu ces interactions entre les deux pays. J'étais à Moscou au moment de la visite de Gorbatchev, de la réconciliation avec les Russes, au moment où Gorbatchev était considéré comme le monsieur démocratie par les étudiants chinois. Et puis à nouveau à Pékin, à l'ambassade, quand ces visites de Poutine se multipliaient. Et je me souviens, à une époque où il y avait encore des débats dans les réseaux sociaux, que certains avaient dit non, mais ça suffit que la Russie reparte et qu'elle emmène avec elle son parti communiste. Oui, donc la relation sino-russe est présentée, on le comprend aujourd'hui, comme une amitié inconditionnelle. Pour autant, elle est traversée d'un certain nombre de tensions, et vous avez été témoin de ces tensions. Oui, absolument. Et ce qui est amusant, c'est qu'au moment de la mort de Mao, donc moi je suis arrivée 9 jours après, l'idée était que la réconciliation était possible. En fait, les Chinois étaient les plus agressifs et les Russes recherchaient cette réconciliation. Donc ils avaient envoyé un message de condoléances qui leur a été renvoyé parce qu'on n'acceptait pas les condoléances des révisionnistes. Et quand Roi Kofang est arrivé au pouvoir, il y a eu un message de félicitations qui a été renvoyé de la même manière. Et donc à l'ambassade, je me souviens, en réunion de service, on scrutait les écrits pour voir effectivement comment allaient s'organiser ces relations. Et je me souviens qu'un matin, je ne sais plus quelle revue c'était pas dans la presse, un peu par paresse, je n'avais pas lu l'article, et j'avoue, et c'était Claude Martin qui était numéro 2 qui tenait la réunion et qui me demande ce qu'il y avait de nouveau. Je lui dis, c'est toujours la même chose. Il me dit non, pas du tout, justement. Voilà, donc... Et comment interprétez-vous plus récemment cette représentation, ce spectacle, on pourrait dire, cette représentation de la relation sino-russe et d'autres dirigeants, d'une expression à manier probablement avec prudence du Sud global? Comment est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous qui avez été dans les deux pays et qui continuez à les suivre dans vos fonctions actuelles? Oui, alors donc je disais qu'il y avait ce rapprochement entre la Russie et la Chine parce qu'ils ont un ennemi commun qui est les États-Unis. Les Russes se sentent, eux, encerclés ou ceinturés à l'ouest par l'OTAN, et les Chinois à l'est par toutes les bases américaines et les alliances américaines comme AUKUS et le Quad qui vise directement la Chine. Donc ce qui explique ce rapprochement, même si ce sont des pays différents, même si les populations s'aiment assez peu, se méfient l'une de l'autre, mais au niveau des dirigeants, ça a été un choix véritablement stratégique. Alors ils partagent aussi une vision du monde, et c'est celle d'un monde désoccidentalisé, dédollarisé également, parce que l'hégémonie du dollar, et je vois notre ancien ambassadeur à Washington, Philippe Etienne, je me réjouis de sa présence, mais évidemment, c'est l'hégémonie du dollar qui permet de sanctionner un certain nombre de pays, dans le Sud global précisément, une soixantaine exactement, et donc le Sud global finalement
se sent plus proche de la Chine, même si la Chine maintenant adopte les mêmes méthodes et sanctionne, mais elle sanctionne plutôt le Japon ou les États-Unis avec les terres rares. Donc il y a cette nouvelle politique qui avait commencé il y a un certain temps, parce que moi j'avais assisté c'était pas la première réunion parce qu'elle avait eu lieu à Yekaterinbourg, mais la réunion de Sanya, qui avait été la première réunion 2011, je crois, première réunion politique des BRICS. Et ils avaient fait adopter une résolution contre l'intervention occidentale en Libye. Par la suite, les BRICS se sont développés. On voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a une quarantaine de candidats à l'adhésion et que le secrétaire général des Nations Unies assiste à leur sommet. Et puis cette réunion absolument spectaculaire de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui ne faisait pas avant les gros titres, mais qu'on a vu à Tianjin au mois de septembre, et avec la participation de Modi, ce qui est intéressant puisque les relations entre la Chine et l'Inde étaient jusque-là pas très bonnes. Donc il y a effectivement une évolution du monde à un moment où le G7, au contraire, a tendance à s'effacer un peu. Il se pensait directoire du monde. Ils ne sont plus les 7 pays les plus riches parce que les anciennes puissances coloniales, comme l'Inde, sont passées devant le Royaume-Uni, l'Indonésie bientôt également. Et puis, on se souvient de ce qui s'est passé au G7 de Kananaskis, où Donald Trump a dit aux autres membres le premier soir, en disant « Bon, c'était merveilleux, vous êtes tous merveilleux, mais j'ai des choses plus importantes à faire ». Il est allé s'occuper des frappes en Iran. Et on voit aujourd'hui que aussi bien le G20 que les réunions de l'OTAN sont un petit peu désertées aussi. D'ailleurs, l'OTAN a dû concentrer en 24 heures le dernier sommet, veiller à ce que Donald Trump ne s'y ennuie pas et accepte de rappeler son soutien à l'article 5. Donc c'est vraiment un monde qui a complètement basculé, et avec effectivement une Chine qui est dans un partenariat qui est un partenariat certes asymétrique, mais chacun y trouve son intérêt, et qui donc ont ses objectifs aujourd'hui d'essayer de faire pièce aux pays occidentaux. Oui, donc dans ce contexte, et ça sera ma dernière question avant de passer la parole à Philippe, dans ce contexte de confrontation, et vous avez même employé ce terme de désoccidentalisation, en tout cas d'un discours très anti-Occident, est-ce que la diplomatie française, ou peut-être la diplomatie européenne, a encore une place? Est-ce que la porte est définitivement fermée et scellée, comme les grandes portes de la cité interdite, et où on laisserait finalement une nouvelle formation géopolitique se faire? Ou est-ce que, pour vous qui avez été finalement l'art du diplomate, c'est aussi l'art de créer l'opportunité, de rester optimiste, y compris lorsque les choses sont sombres? Est-ce qu'il y a encore une place pour travailler avec ce monde-là? Alors, on n'a pas évoqué effectivement une partie de ma carrière qui n'était pas ni asiatique, ni russophone. J'ai été pendant 10 ans dans les affaires européennes comme ambassadeur au COPS, le Comité politique et de sécurité auprès de l'Union européenne, et j'avais été chef du service de la politique étrangère et de sécurité européenne. Et l'idée était de donner un outil militaire à l'Union européenne pour qu'elle soit un véritable acteur sur la scène internationale. Et je dois dire que je suis assez désolée aujourd'hui de cette évolution. Je crois qu'on a été beaucoup dans le déni, et c'est un peu notre problème. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent, on les découvre plusieurs années après, on reste dans le déni pendant un certain temps avant d'en faire un diagnostic et de voir effectivement comment réagir. Alors, dans ce domaine, le président de la République, très tôt, a promu l'autonomie stratégique de l'Union européenne. C'est le discours de la Sorbonne, qui est un discours qui reste toujours valable. Et s'il n'y a pas effectivement de bras armés à l'Union européenne, on aura du mal à se défendre.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est aussi intimidé par Donald Trump. On a vu l'épisode dans son golfe privé en Écosse, donc pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, où alors qu'on est le premier bloc commercial, et on a accepté le diktat de Donald Trump, donc ces tarifs douaniers. Là aussi, un spectacle très impressionnant, une mise en scène. Absolument, et qui est quand même assez humiliante pour l'Europe. Il y a eu l'OTAN, il y a eu aussi la scène dans le bureau de Donald Trump où les Européens paraissaient un peu petits enfants devant le maître, devant son bureau. Alors évidemment, il y a l'obsession ukrainienne qui est la nôtre, donc on ne veut pas indisposer de Trump. Puis la réalité, c'est que la majorité des pays européens ont besoin du soutien américain et donc ne veulent pas de rupture. La France a un statut spécial puisqu'elle est à la fois membre permanent du Conseil de sécurité et pays doté, et un pays qui dispose d'une véritable indépendance dans le domaine de la dissuasion nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas des Britanniques. Et Britanniques qui ont quitté l'Union européenne. Alors même s'il y a un rapprochement aujourd'hui et si on a des cercles différents dans des domaines différents, parce qu'on a besoin d'eux dans le domaine de la défense, mais ils ne sont pas membres à part entière de l'Union européenne. Eux ont perdu beaucoup en influence, mais c'est une véritable amputation pour l'Europe, et je pense que Londres, Paris et Berlin auraient été plus puissants, même vis-à-vis de Poutine ou des États-Unis, que le soi-disant couple franco-allemand, qui n'en est pas véritablement un, et le tête-à-tête est plus difficile que cette relation trilatérale que nous avions auparavant, où on pouvait se rapprocher des Britanniques pour attirer les Allemands. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire au sein de l'Union européenne, qui a eu une unité un peu de façade pendant la guerre, si on accepte la Hongrie et la Slovaquie, mais que la division risque d'être plus forte par la suite. Et pour être puissant, il faut être uni. D'ailleurs, là aussi, ça a été dit par Emmanuel Macron. Donc demain, il entame une visite accompagnée de Nicolas en Chine. Et je pense que c'est très important, parce que ce qu'il faut que l'Union européenne et la France fassent, c'est qu'elles aient des relations avec chacune de ces puissances et qu'on arrive à éviter l'étau entre Washington et Pékin. Le problème, c'est que si un jour Washington décide de lancer une véritable croisade contre les États-Unis, on risque d'être mis contre la Chine, on risque d'être mis au pied du mur. C'est cela qu'il faut impérativement éviter. Et il faut des relations aussi avec l'Indonésie, avec le Vietnam, avec l'Inde, qu'on a trop souvent ignoré, avec le Japon, avec tous ces pays dans le reste du Sud global, en Amérique latine, des pays qu'on a ignorés trop longtemps, avec les pays africains. Et ça, je pense que c'est essentiel si on veut retrouver une influence. J'ai été un peu longue, pardon, là-dessus. Le sujet le mérite. Alors, si vous me permettez, Sylvie, vous avez parlé finalement de l'histoire des trois royaumes, donc de la Chine, de la Russie et de l'Amérique. Il m'est revenu cette citation du président Mao qui est « Les États-Unis sont à respecter tactiquement et à mépriser stratégiquement ». Est-ce que c'est une pensée qui existe encore en Chine ? Alors, c'était la période, me semble-t-il, aussi où Mao parlait des impérialistes comme des tigres de papier, formule qui a été retournée par Donald Trump contre l'Union soviétique. En fait, Mao, dès le début, était intéressé par une relation avec les États-Unis. Son premier choix, ce n'était pas du tout l'Union soviétique. Et pendant toute la période de la guerre également, il avait essayé d'envoyer des messages à Washington, Zhou Enlai aussi, ça n'a jamais été reçu. Donc au moment de la fondation de la République populaire de Chine, il a dit nous penchons d'un seul côté désormais, c'est celui de l'Union soviétique, et il a mis la Chine à l'école de la Russie, de l'Union soviétique. Ce ne l'a pas empêché très rapidement, effectivement, d'avoir cette diplomatie du ping-pong
et de développer ce que Kissinger lui-même dans ses mémoires a qualifié de quasi-alliance avec les États-Unis. C'est la période où l'Union soviétique était encore redoutable. Donc aujourd'hui, moi j'avais demandé à un Chinois, j'avais dit, enfin un officiel chinois, même si je ne donne pas son nom, et je lui avais dit, je suis sûr, vous n'allez pas me le dire, mais que vous préférez Donald Trump à Kamala Harris. Il m'a dit oui, bien sûr. En fait, les Chinois détestent ce qui est imprévisible, mais ils ont appris à connaître Donald Trump et ils ont appris à connaître également ses défauts. Et puis, il a le mérite de n'avoir aucun intérêt pour la justice, la morale, les droits de l'homme, la démocratie. Et donc, il ne l'embête pas là-dessus. Une guerre des tarifs, après tout, c'est de bonne guerre. Et les Chinois ont des atouts. On l'a vu quand Donald Trump a voulu imposer des droits de douane de 100, puis 125, puis 145%. Les Chinois ont fait de la surenchère. Et puis après, ils ont dit, écoutez, vous n'aurez plus telle ou telle terre rare, qui était indispensable pas seulement pour les téléphones, pour les véhicules, mais également pour les examens médicaux, et puis même pour l'effort de guerre militaire, puisque je crois qu'ils peuvent clouer au sol des avions F-35 qui incarnent la puissance américaine. Donc voilà, ils ont appris comment gérer les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en méfient pas. Et on a vu, ce qui était intéressant quand il y a eu la rencontre à Busan, que malgré tout, comme disons que le body language, la gestuelle corporelle est totalement différente. Les Chinois se sont méfiés et ils ont dit pas de déclaration commune, rien devant la presse. Et on a vu un Xi Jinping complètement raide, un peu gêné, pendant qu'il était flatté par Donald Trump. Donc Mao ne pensait pas ce qu'il disait et la Chine pense ce que Mao pensait sans le dire. Donc, toujours du côté des États-Unis, si vous permettez, est-ce qu'on a assisté à une situation de myopie américaine absolument extraordinaire lorsque le docteur K est allé en Chine pour séparer la Chine de la Russie et qu'il s'est retrouvé, que les États-Unis se retrouvent un demi-siècle plus tard avec un concurrent bien plus puissant que la Russie, et finalement la Russie et la Chine réunies. Donc ma question c'est, Henry Kissinger est-il un génie ? Alors, je pense qu'à l'époque où il l'a fait, Kissinger avait parfaitement raison. Il a recommandé également ce qu'on a appelé le Kissinger à l'envers, c'est de se rapprocher du plus faible pour faire contrepoids au plus fort. Donc à ce moment-là, la Russie, sauf que c'était impossible et que Kissinger, qui je pense est un génie, avait compris que c'était impossible et il a dit ce n'est pas le moment, mais il faut surveiller, voir s'il y a une opportunité. Mais il avait donné un deuxième conseil à tous les présidents américains, y compris au dernier. Il a dit il faudrait que Washington ait avec Pékin et Moscou séparément de meilleures relations que ces deux capitales entre elles. Et donc je pense qu'il a cette idée, mais je ne pense pas que Trump s'imagine qu'il va vraiment séparer la Russie de la Chine parce qu'ils ont des intérêts de long terme, une vision du monde commune. Et ce qui me fait dire ça, c'est que Donald Trump n'a aucun filtre. Il dit ce qui lui passe par la tête et je ne l'ai jamais entendu dire ça. Alors, certains dans son administration peut-être, mais pas lui-même. Et je pense qu'il est moins naïf que beaucoup l'imaginent en Occident. Sylvie, Madame l'ambassadeur, nous avons parlé d'armes nucléaires, de dissuasion, de siège au Conseil de sécurité. C'est un pan essentiel de la diplomatie. On pourrait également parler de la diplomatie économique, mais il y a une autre manière de faire de la diplomatie que vous avez pratiquée aussi de manière, complémentaire, mais avec énormément d'attention, qui est la diplomatie, je ne sais pas si le mot est bon, la diplomatie d'influence, en tout cas la diplomatie culturelle. Est-ce que vous pouvez nous partager ce soir quelle est la conception que vous avez de cette diplomatie culturelle et de son rôle dans un monde où là, finalement, depuis le début de cette conférence, on voit bien, c'est un peu la confrontation des géants. On est au milieu, on essaie de trouver une place, c'est loin d'être facile, d'autant moins depuis, en effet, le Brexit. Mais pour autant,
Est-ce qu'on a encore finalement quelque chose à investir dans ce domaine-là de la diplomatie d'influence ? Oui, absolument. Beaucoup d'entre vous ont été en Chine, certains à la même période que moi. Et c'est vrai que, alors, quand vous interrogez un Chinois, même si c'était un ingénieur nucléaire à qui on avait tout inculqué, même dans l'aéronautique à Tianjin, vous leur demandez ce qu'ils pensaient de la France, ils répondaient romantique. Et ça, c'est lié effectivement à notre culture. On avait eu une fois également un séminaire et un Chinois avait dit il faut que les Français s'appuient sur leur culture pour vendre leur voiture et que les Allemands s'appuient sur leur voiture pour vendre leur culture. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de voiture ni d'avion, ça ne veut pas dire que les Allemands n'avaient pas de culture, mais ils disaient, il y a un message et le message c'est celui-là. De la même manière, en Russie, quand je suis partie de Londres, mon homologue belge, qui était avant à Moscou, d'ailleurs qui a été à Pékin aussi précédemment, m'a dit « Tu n'imagines pas le degré d'amour de la Russie pour la culture française ». Et donc, je pense qu'il faut effectivement bâtir là-dessus. On a évidemment des grands écrivains, anciens, contemporains, on a des musiciens, on a des artistes. Et je pense justement que dans une période qui est culturellement difficile, politiquement difficile, eh bien, il faut s'appuyer sur cette diplomatie d'influence et cette diplomatie culturelle. Et je dois dire qu'il y avait vraiment du répondant. J'ai vu les artistes, les écrivains, aux côtés de Nicolas aussi quand j'étais en Chine, et je trouve que la littérature aussi est ce qu'il y a de mieux pour décrire une société et des problématiques politiques en contournant un petit peu la censure. Yan Lianke, par exemple, et dans les 4 livres qui parlent du grand bond en avant, c'est absolument extraordinaire parce que c'est un mode un petit peu surréaliste, fantastique, mais qui montre la folie de cette période. Et bien sûr, il y en a d'autres. Pour la Russie, il y a des écrivains contemporains aussi qui sont très intéressants. Donc il y avait moins de censure en fait en Russie à l'époque, et les Russes étaient les gens qui lisaient le plus quand vous alliez dans le métro. Donc maintenant tout le monde lit sur son portable, mais eux avaient encore des livres. Donc moi, j'aime la littérature, j'aime effectivement ceux qui la portent aussi, donc les écrivains, entre autres, et je pense que c'est important. Alors, j'ai reçu aussi, une semaine après mon arrivée à Moscou, les directeurs des grandes institutions culturelles, dont celui du Bolchoï. Ils étaient invités le même soir à l'ambassade américaine, alors par le chargé d'affaires, pas par l'ambassadeur, je dois être franche. Et ce directeur du Bolchoï, que j'aimais beaucoup, qui a été mis à l'écart bien évidemment depuis la guerre, m'avait dit oui, de toute façon, la Russie existait avant. Non, le Bolchoï existait avant même les États-Unis, et donc on préfère venir en France parce que vous avez plus de profondeur culturelle que les États-Unis. Donc voilà le rapport à la culture, à cette diplomatie d'influence. Je peux en témoigner pour vous avoir vu à l'œuvre à Pékin. Vous ouvriez l'ambassade très régulièrement aux écrivains, aux autrices, aux auteurs. Vous avez cité Yan Lianke, mais également Yu Hua. Yu Hua, que j'ai beaucoup vu et qui décrit parfaitement l'évolution de la Chine depuis la révolution culturelle. Et est-ce que pour vous, qui écrivez également, est-ce que l'écriture, est-ce que les écrivains, est-ce que les artisans de l'écriture ont un rôle particulier à jouer dans un pays ? Je vous pose la question parce que très clairement, on le voit en Chine, malgré le système parfois très dur de la censure. Les 4 livres que vous avez mentionnés de Yan Lianke, traduits par Sylvie Gentil, n'a jamais été diffusé, du moins librement, en Chine continentale. Il a été à Hong Kong et à Taïwan. Mais pour autant, il y a une parole libre de ces auteurs, lorsqu'on peut les voir dans un cadre de confiance. Oui. Est-ce que c'était la même chose en Russie ? Et peut-être, permettez-moi de pousser la question un tout petit peu plus loin. Est-ce que lorsque vous étiez ambassadeur de France à Moscou, est-ce qu'il y avait des indices de société civile qui commençaient déjà à annoncer
ce qui se passe aujourd'hui, finalement, machine de propagande suffisamment bien huilée pour qu'il soit difficile de trouver un discours anti-Poutine et anti-guerre, y compris dans l'intelligentsia. Alors le discours critique sur Poutine, sur le régime, c'était très fréquent chez les écrivains et chez les artistes, hein. Donc ça, ils n'avaient pas de problème à s'exprimer. Et en réalité, il y avait moins de censure à l'époque à Moscou. D'abord, il y avait encore un journal comme Novaya Gazeta qui était assez libéral, enfin libéral au sens libre bien sûr, l'Écho de Moscou, la radio Dost. Et il s'exprimait assez facilement. Alors par exemple, un écrivain qui est assez provocateur comme Sorokin, qui a écrit Le Kremlin en sucre, La journée d'un opritchnik, qui est vraiment une critique de la société absolument poutinienne, me disait à l'époque, parce qu'il vivait à moitié à Berlin, maintenant il y vit complètement, il me disait quand j'en ai assez de l'Ordnung allemand, je reviens en Russie, et quand j'en ai assez du bardak russe, donc le bordel russe, je retourne en Allemagne. Mais non, tous ces écrivains s'exprimaient absolument librement. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous aviez un écrivain qui est un écrivain plus que poutiniste, proche de Douguine, qui est pris l'épine, mais il a écrit des livres absolument remarquables sur les îles, comment s'appelle ce livre, les premières îles où il y a eu dans le nord de la Russie, où il y a eu les premiers goulags. Et non, c'est pas Sorokin. Et non, l'île, c'est l'île, ça ressemble. Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe parce que j'y suis allée. Oui, mais ça ressemble. Et qui est un très beau livre, un livre bouleversant. Alors la différence, je pense, entre les Chinois et les Russes, c'est que les Chinois sont un peu dans l'ici, le maintenant, ils sont prêts à changer leur destin. Les Russes ont ce côté fataliste d'Oblomov et ce côté assez sombre de l'âme russe. Madame l'ambassadeur, Nicolas, je pense que la salle est jalouse que nous soyons les deux seuls à poser des questions. Nous permettez-vous d'élargir le cercle de ceux qui posent des questions? Donc à ce moment-là, je demanderai peut-être à nos amis de l'association Prométhée, peut-être Raphaël, si vous voulez prendre la parole et mener le balai. À condition que le micro marche. Il marche. Mettez-vous peut-être ici, si vous voulez. Ah oui, il y a un autre micro là-bas, c'est encore plus simple. Nous avons un micro pour la salle? Madame l'ambassadeur, Monsieur Advani, Monsieur Idier, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs présents dans la salle, Vanessa, Monsieur Genevois, je me suis Raphaël Youssourou, vice-président de l'association Prométhée de l'INALCO, également étudiant à l'INALCO, du coup, depuis désormais 3 ans. Je suis actuellement L2 chinois, parcours relations internationales. Donc c'est avant tout un honneur pour nous de participer en tant qu'association à cette conférence Grand Témoin. D'abord à titre personnel, puisque la première fois que je suis venu ici, c'était pour la conférence Grand Témoin de Monsieur l'ambassadeur Claude Martin. Donc comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, ça constitue un suivi avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc je suis ravi déjà à titre personnel de pouvoir assister et participer désormais en tant que participant et non plus observateur de cette conférence. Et donc je représente aujourd'hui l'association Prométhée de l'INALCO, donc qui va bientôt fêter d'ailleurs ses 40 ans, puisque l'association a été créée en 1986. Et donc c'est une association qui, depuis sa création, cherche à promouvoir les relations internationales à l'INALCO. Nous avons aujourd'hui la fierté de représenter aujourd'hui 150 étudiants, c'est-à-dire le double par rapport à l'année dernière. Donc c'est une association qui grandit depuis près de 4 décennies désormais et qui, depuis particulièrement l'année dernière, est constituée d'une équipe dynamique, jeune, et qui permet justement de dynamiser les activités dans l'association, notamment avec des partenariats nombreux avec la Fondation INALCO, que nous remercions évidemment
vivement pour leur confiance à travers ces divers événements, depuis l'année dernière notamment, puisque nous avons mis en place le premier concours d'éloquence qui s'est déroulé ici pour la finale. Et désormais, pour ce premier partenariat, pour cette conférence, voilà. Donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer à cet événement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 10 étudiants dans cette salle qui ont été évidemment sélectionnés et qui vont désormais pouvoir s'exprimer afin de s'adresser à Madame l'ambassadeur. Donc je vais leur laisser la parole désormais. Ils sont 3 d'entre eux et ils ont chacun une question à poser à Madame Berman. Nous avons prévu une dizaine de minutes pour les 3 questions. Qui prend la première question? Bonsoir. Okay. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, et peut-être vous présenter? Alors, bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Eleonora. Je suis étudiante de l'INALCO en chinois et relations internationales et je suis aussi co-directrice du pôle MUN de l'association Prométhée. Et ma question pour vous ce soir, c'est en tant que première femme à occuper les fonctions d'ambassadrice de France en Chine, comment définiriez-vous le rôle des femmes dans le milieu diplomatique, notamment dans un pays où elles sont de moins en moins représentées dans les autres sphères du pouvoir? Merci beaucoup. Alors, être une femme dans un pays comme la Russie ou la Chine, ça ne pose strictement aucun problème parce qu'on représente avant tout son pays. En Chine, il y avait 2 jeunes journalistes chinois qui m'avaient volé. Alors, je ne peux pas dire voler une interview parce que je n'ai pas fait d'interview puisque je n'avais pas l'agrément, mais ils ont quand même décidé de dire que je leur avais accordé une interview. Et ils m'avaient présentée comme la première femme ambassadeur de France en Chine. Et depuis le 19e siècle. Et ça m'a beaucoup servi parce qu'à chaque fois que j'allais voir un officiel, il me disait qu'il me recevait justement parce qu'il voulait voir à quoi ressemble la première femme depuis le 19e siècle. Donc non, mais indépendamment de ça, ça m'a valu aussi beaucoup de curiosité de la part des jeunes journalistes, y compris des jeunes journalistes femmes qui étaient très indépendantes, qui avaient beaucoup d'esprit de curiosité et donc, c'était plutôt un bon passeport d'entrée. En plus, il se trouve que je suis arrivée en Chine le 7 mars et que le 8 mars, c'était la fête des femmes. J'ai ouvert mon site Weibo à ce moment-là et j'ai eu beaucoup de répondants. Alors, le rôle des femmes dans la diplomatie en Chine est presque nul, mais pas tout à fait. Il y avait, quand je suis arrivée, une directrice d'Europe occidentale, dont vous allez peut-être me rappeler le nom, qui était absolument extraordinaire, était d'origine mongole. Elle avait été ambassadeur en Australie, à Londres, et elle est porte-parole maintenant à l'Assemblée nationale. Fouillin. Non, c'est pas Fouillin, non, mais le nom ressemble. Alors, c'est bon. Si, il me semble que c'est Fouillin quand même. Elle était absolument remarquable, mais c'était un petit peu une exception parce que il y avait beaucoup plus. C'était dominé quand même par les hommes, mais elle arrivait à s'imposer. Elle avait une véritable autorité. Il y avait 1 ou 2 femmes, ministres de la Santé, de la Culture, à un moment, mais juste avant mon arrivée, mais qui étaient des fortes femmes. En réalité, les Chinoises sont de fortes femmes, des femmes puissantes, comme on dirait aujourd'hui. Simplement, elles ne sont pas dans le secteur politique où on se méfie un peu d'elles, depuis Jiang Qing, la femme de Mao en particulier. Et en revanche, il y avait plus de milliardaires femmes que hommes. Elles prenaient beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Et une amie proche m'a dit, mais de toute façon, on préfère le privé parce qu'on a davantage de liberté. Alors je lui ai dit oui, mais parfois c'est intéressant d'être dans le secteur politique aussi parce que ça permet de faire bouger la société et les lois. Mais manifestement, elles y sont moins bien accueillies. Il n'y a pas de femmes au comité permanent et effectivement la méfiance demeure. En Russie, c'est encore pire.
En tout cas, pour les diplomates, je crois qu'il n'y a pas de femme ambassadeur de Russie à l'étranger. Alors, la première femme ambassadeur au monde, c'était Kollontai, donc qui était évidemment russe, mais il n'y a pas eu de suite. Et quand j'allais au MID, j'étais parfois accueillie par de jeunes femmes diplomates et qui me disaient qu'elles étaient ravies de me voir parce que ça montrait qu'on pouvait monter dans la hiérarchie, être ambassadeur un jour ou ambassadrice, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, c'est une société plus conservatrice en Russie qu'en Chine, hein, et dans tous les domaines d'ailleurs. Bon, Poutine évidemment est ultra conservateur, mais la société l'est. On parle en Russie d'un vrai homme. Parce qu'ils doivent avoir certaines qualités. Alors par ailleurs, ils sont extrêmement galants. Et ils vous offrent des fleurs et dans un avion, ils vous montent votre valise quand vous êtes trop petite pour les mettre dans comment ça s'appelle, les racks, oui, enfin c'est pas du français mais ça fait rien. Donc voilà, mais c'est bon, ça reste une société très, très conservatrice. Nous allons peut-être demander la deuxième question. Si elles pouvaient être mauvaises, ça nous permettrait de gagner du temps. Jusqu'à présent, elles sont toutes bonnes. Ah non, mais il y a eu effectivement... Non, mais moi je parle de Fouilline, qui est porte-parole de l'Assemblée, pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'elle n'a pas pu poursuivre sa carrière diplomatique parce que l'âge de retraite pour les femmes était de 55 ans. Et donc, elle ne pouvait pas avoir les meilleurs postes à cause de ça. Bah oui, moi je me rappelle, vous m'aviez dit ça à l'époque, que les 5 dernières années de carrière où on accède aux plus hautes responsabilités, en tout cas quand le momentum le permet, les femmes en sont privées. Absolument. C'est un commentaire politique sur les débats français actuels? Absolument pas. Bon. Peut-être la deuxième question, si vous voulez bien. Oui, bonjour, Madame l'ambassadrice. Pourriez-vous peut-être rapprocher le micro? Ok. Tout d'abord, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Eva Assier et je suis en ukrainien relations internationales. Ma question, c'est: pensez-vous que la diplomatie traditionnelle doit se transformer face à l'influence croissante des réseaux sociaux et de l'information instantanée? Merci. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la diplomatie traditionnelle, parce qu'en réalité, elle a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait des démarches sur instruction du ministère. Donc, on prenait sa canne et son chapeau, on allait voir un directeur, un vice-ministre pour passer tel ou tel message. Bon, il y a certains pays dans lesquels c'est devenu inutile puisqu'il y a des contacts directs. Dans d'autres, ça reste indispensable, comme la Chine et la Russie, puisque les accès ne sont pas faciles. Les réseaux sociaux peuvent donner des informations, mais c'est aussi beaucoup d'insultes et il y a beaucoup d'ignorance. On ne fait plus la différence entre un prix Nobel et quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Il peut le traiter d'abruti de la même manière. Bon, c'est un peu le danger des réseaux sociaux. Mais c'est amusant parce que j'étais allée voir un vice-ministre chinois que je connaissais bien et qui m'a dit: oui, mais tu comprends, aujourd'hui le moins de paysans chinois a son avis sur la politique étrangère, donc il faut en tenir compte. Et c'est vrai que ce dont on tient compte aujourd'hui, c'est aussi des opinions publiques. Alors maintenant, il y a d'autres formes de diplomatie aussi. D'abord, la diplomatie, c'est au quotidien, hein. C'est pas juste une visite d'un président par an ou d'un ministre par semestre. C'est au quotidien, c'est l'influence, c'est l'intervention dans les médias, c'est des conférences dans des universités, c'est aussi tout ce qu'on peut faire dans la diplomatie scientifique, économique. Donc c'est pas strictement le politique. Donc il y a une instantanéité moins des réseaux sociaux que finalement de ce qui correspond ou ce qui correspondait à l'agence France Presse, qui donne une information brute. Le rôle
rôle de l'ambassadeur, qui représente officiellement le président de la République et l'ensemble du gouvernement, c'est aussi d'analyser, d'informer et de recommander. C'est-à-dire c'est une aide à la décision du président de la République ou du ministre. Donc ça reste utile. Alors on est en train de voir une diplomatie qui est un peu celle de la télé-réalité, avec des non-diplomates, comme aujourd'hui à Moscou avec Witkoff et Kushner, et de l'autre côté Kirill Dmitriev. Ce sont des envoyés spéciaux et c'est la spécificité de Donald Trump, mais dont le mandat peut être prolongé par celui de J.D. Vance. Enfin, on n'en sait rien évidemment. Il ne faut pas considérer que c'est une exception et que tout ça disparaîtra nécessairement avec Donald Trump. Et il joue un rôle et ils pensent et ils agissent aussi out of the box, c'est-à-dire en dehors des sentiers battus. Et ce n'est pas toujours négatif, même si parfois c'est un petit peu iconoclaste. Sur cette question des réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a fait de la lutte contre la désinformation une des priorités du Quai d'Orsay. Il y a une articulation peut-être entre l'information que l'on donne quand on est ambassadeur et l'information que l'on doit recevoir et qui assaille le pays, qui peut influencer très profondément nos opinions publiques. Alors bien sûr, et effectivement en matière de désinformation, les Russes sont très bien placés, hein, c'est l'héritage du KGB, du temps de l'Union soviétique. On disait à la fin que c'était la seule industrie qui fonctionnait. Donc ils ont repris ça, mais sous une forme 2.0, et ils ont... ça continue d'être une industrie. Il y avait l'usine à Troll. Ils utilisent des proxies, ils s'emparent de n'importe quelle information. Alors parfois ils l'inventent pas, ils se contentent d'amplifier une désinformation qui vient d'ailleurs. Et effectivement, ils sont très forts dans ce domaine. Mais c'est aussi pour ça que la France s'est dotée de l'instrument Viginum pour réagir contre ça, et que l'Union européenne fait de même. Et ça va s'amplifier, bien évidemment, dans les années qui viennent. Nous allons peut-être demander la troisième question. Je suis un petit peu inquiet pour Nicolas. En fait, on veut le garder à Paris, quoi. Hein, c'est ça l'affaire. La troisième question, s'il vous plaît. Bonsoir Madame l'ambassadeur, je vous remercie pour cette conférence. Je m'appelle Elouane Sardou. Et pouvez-vous rapprocher le micro, s'il vous plaît? Et je suis étudiant en russe. Alors ma question est, à partir de votre expérience en Chine et en Russie, comment pensez-vous que la France peut concilier le réalisme nécessaire au dialogue avec de grandes puissances aux valeurs divergentes et la fidélité à ses propres principes diplomatiques? Alors, je pense que la France, comme l'Union européenne, évidemment, doit défendre ses valeurs, mais elle doit les défendre aussi beaucoup à l'intérieur de l'Union européenne, où on a quand même des pays qui ne les respectent pas. Alors maintenant, c'est des sujets qui peuvent être évoqués avec les différents pays, mais par exemple, moi je me souviens, j'ai même conduit un débat droits de l'homme avec la Chine à l'époque où on était en présidence de l'Union européenne, donc de mémoire en 2008, un dialogue qui était assez difficile, mais c'est l'époque où on pouvait encore remettre des listes de cas personnels aux Chinois. C'était traditionnel, et à l'époque, il y a une époque où ils répondaient en se défendant, il y a une époque où ils les prenaient, ils n'en faisaient rien, puis il y a une époque où ils nous ont dit écoutez, vous les gardez, on n'a plus besoin de vous et on ne voit pas pourquoi vous interviendriez dans nos affaires de politique intérieure. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mentionner la situation des Ouïghours, mais on n'est plus dans la position où on exige. Parce qu'on exige quand on est le plus fort. On n'est plus les plus forts, et ça, il faut quand même en tenir compte. Et alors moi, je pense aussi que s'agissant du dialogue, je pense que le dialogue doit se maintenir dans toutes les circonstances. Quand il y a eu l'épisode des ballons espions chinois aux États-Unis, Anthony Blinken a ajourné sa visite en Chine pour presque un an.
Et Kissinger avait dit, c'est précisément au moment où on aurait besoin de dialogue pour essayer de rétablir une relation qu'on les rompt. Donc je dis ça aussi parce que je ne comprends pas pourquoi on ne maintient pas, en tant qu'Européens, des relations avec Poutine. Alors parfois ça ne sert à rien, il répète la même chose, mais au lieu de faire passer nos messages par Donald Trump, qui ne nous considère pas comme des amis non plus, on peut, pas tous les jours, pas par sympathie, mais simplement pour faire passer nos messages et rappeler quels sont nos intérêts. Le fait que ça ne marche pas n'est pas une raison pour ne plus avoir de dialogue du tout. Et ça, c'est une position très personnelle, je me fais souvent critiquer là-dessus.